Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour la deuxième conférence de ce cycle intitulé Forêt vierge, mythe ou réalité. Donc, pour rappel, ce cycle vous est proposé par l'association Brin de Forêt, qui est tenue par les étudiants du Master Biojet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web ou nous contacter directement par mail. Si vous disposez de problèmes de connexion avec Zoom, la conférence est retranscrite en direct sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à couper micro et caméra lors de la conférence et n'hésitez pas à écrire au fur et à mesure vos questions dans les divers chats. Elles seront prises en compte par notre équipe technique et nous les poserons à la fin de la présentation. Donc, hier, nous avons eu l'honneur d'accueillir Geoffroy de Saulieu qui a ouvert le bal des conférences avec une présentation sur l'émergence de l'horticulture dans les forêts tropicales. Nous avons donc pu voir que les sociétés humaines passées et actuelles ont habité et façonnent encore les écosystèmes tropicaux. Aujourd'hui, nous changeons d'angle de vue pour aborder les diverses relations qu'entretiennent les sociétés humaines et leur environnement. Philippe Descola, dans son ouvrage Par-delà nature et culture, écrit que la manière dont l'Occident moderne se représente la nature est la chose du monde la moins bien partagée. Pour comprendre les diverses perceptions que les humains ont de leur environnement, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Anne Fournier, chercheuse en ethnologie et écologie au MNHN au sein de l'UMR PALOC. Donc, ses travaux de recherche se sont principalement concentrés en Afrique et notamment au Burkina Faso et sur l'usage des végétaux dans les rituels. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, Anne, et nous vous remercions pour votre présence. Je vous laisse la parole. Donc, je suis très contente de vous parler ce soir de mes travaux et de la manière dont les sociétés s'insèrent dans la nature. Et dans un premier temps, j'avais décliné l'offre qui m'avait été faite de participer parce que je suis une spécialiste des savanes et que ce colloque est consacré aux forêts. Puis j'ai accepté parce qu'en fait, la question qu'on va poser est exactement la même qu'on peut poser dans une forêt, dans une savane, c'est la relation avec l'environnement de manière plus générale. Ma conférence est intitulée La brousse, source de richesse et porte vers l'invisible. Je suis chercheur à l'IRD, membre de l'UMR PALOC, et j'ai travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années comme écologue. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, je suis plutôt ethnologue. Alors, c'est à ce changement de regard que je vais vous inviter pendant cette conférence. La question est donc quelle relation les sociétés humaines entretiennent-elles avec leur environnement? Et il y a deux façons de l'aborder. Une manière de l'aborder qui est dans se plaçant du côté des savanes, ce qu'on va faire d'abord. Puis, dans un deuxième temps, on va adopter un autre angle de vue qui va être celui des sociétés. Donc, tout ce que je vais vous raconter, c'est simple, c'est très simplifié, c'est même presque schématique. C'est facile à comprendre. Ce qui est très difficile, c'est d'arriver à admettre et à accepter d'entrer dans le regard des sociétés. C'est ça qui est difficile. Je vais essayer pendant cette conférence de vous faire comprendre que la savane et la brousse sont deux choses très différentes. Donc, allons-y pour le premier regard, celui des savanes vues par les sociétés, par les écologues. Donc, la présentation que je vais faire, tant pour la partie écologique que pour la partie société, s'appuie sur des travaux que j'ai menés moi-même ou des collègues proches qui ont travaillé dans ces zones-là, dans deux sociétés de savane du Burkina Faso, donc Afrique de l'Ouest, les Boaba, dont le territoire est représenté ici par la tache verte, qui sont aujourd'hui des cultivateurs de coton. Ils sont environ 200 000 personnes. Ils sont déjà assez bien connus. Il y a eu pas mal de travaux en ethnologie chez eux, en écologie aussi. Et puis sur une autre société de la même ère culturelle qu'on appelait autrefois, qu'on appelle toujours l'ère voltaïque, la société Sémé, qui aujourd'hui pratique l'arboriculture, qui est beaucoup moins nombreuse, environ 20 000 personnes, et qui est très, très peu connue. Donc, premier regard, celui de l'écologue. Qu'est-ce que la savane où vivent ces deux peuples? Alors, il s'agit d'un type de savane particulier, la savane soudanienne. Il y a plusieurs variétés de savane. Et la savane soudanienne, on pourrait dire que c'est la savane par excellence. Celle qui n'est ni sèche ni humide, celle du milieu. Qu'est-ce qu'une savane? C'est un milieu qui est composé de deux éléments principaux, les herbes et les arbres. Une couche d'herbe qui est toujours présente. Il n'y a pas de savane sans une couche d'herbe
Et ces herbes sont ce qu'on appelle en écologie des herbes pérennes, c'est-à-dire qu'elles ne renaissent pas de graines chaque saison, chaque année, mais qu'au contraire, elles sont implantées de façon permanente dans le milieu. Puis une couche d'arbres, une strate, comme on dit en écologie, qui peut être plus ou moins dense et qui peut même être absente. Donc voilà les deux composants principaux. Et il y a un autre composant extrêmement important qui maintient les savanes, c'est le feu. Sans feu, il n'y a pas de savane. Je vais revenir là-dessus. Des milieux qui sont soumis à des contrastes saisonniers très importants, une sécheresse qui va s'étendre pendant près de la moitié de l'année, puis une saison des pluies pour l'autre moitié de l'année, en gros. Donc on a des contrastes visuels très forts entre la période où le feu vient de passer, en saison sèche, toute la strate, la couche herbacée a été détruite, les arbres ont des feuilles jaunies, et puis la période des pluies, ce n'est pas le même endroit bien sûr, mais un paysage verdoyant qui n'a pas du tout le même aspect. Et là, vous avez des herbes qui ne sont pas encore très hautes, mais ces herbes vont monter jusqu'à des hauteurs de 2 mètres, parfois 3 mètres dans certains endroits. Donc, vous voyez un milieu qui présente des contrastes très importants. Et dans l'espace aussi, il y aura des endroits plus ou moins boisés, plus ou moins herbeux. De manière générale, les feux ne font pas de bien du tout aux arbres. Vous voyez ici que ce petit arbuste qui est en présence d'un feu qui vient de passer, vous voyez les flammes derrière, ben, il est en train de brûler un petit peu. On peut même avoir des arbres qui meurent. Si le feu est défavorable à l'échelle de l'arbre, il est cependant le facteur qui va maintenir l'espèce dans le milieu. Parce que si cet arbre-là est présent, c'est parce qu'il appartient à une espèce capable de supporter les feux. Quand on élimine le feu, l'espèce disparaît ou se porte moins bien parce qu'elle est moins bien armée que d'autres espèces qui, elles, ne résistent pas au feu pour profiter des composantes du milieu, de l'eau, etc., en l'absence de feu. Donc, elle se fera éliminer. Donc, ce paradoxe, un feu qui tue les arbres et qui maintient certaines espèces dans le milieu. En ce qui concerne la partie herbacée, on a, comme dans nos régions, des plantes qui profitent du moment où le milieu est dégagé, peu de feuilles aux arbres, pour faire un cycle de développement rapide, comme nos petites plantes de printemps. Alors voilà, elles sont jolies, je vous les montre. On a même une petite personneige de cendres, vous voyez, en bas. Bon, mais ces herbes-là, c'est un peu, pas anecdotique, mais ce n'est pas la partie principale de la savane. Ce qui est le composant principal, c'est ce qu'on appelait autrefois les graminées, qu'on dit aujourd'hui plutôt poacées, c'est ces herbes. Là, on a enlevé les feuilles pour montrer quelque chose d'important, c'est qu'elles ont une construction qui leur permet de repousser à partir de la base. Il y a des bourgeons qui sont indiqués par la flèche, qui sont à moitié enfouis dans le sol, et quand un feu passe, ils n'ont quasiment aucun dommage, ce qui permet à ces plantes de dominer et d'être en très bonne état quand il y a du feu, et même elles sont moins bien quand le feu ne passe pas. Donc voilà, ce mode de croissance permet une repousse extrêmement rapide après le passage des feux. Alors une savane, c'est aussi un milieu où on a profusion d'espèces animales, des herbivores, il y en a quelques-unes que j'ai pu montrer ici. Je n'ai pas montré les carnivores qui vont avec, puisque quand on a une grande quantité d'herbivores, il y a des lions, des hyènes, etc., qui peuvent les manger. Donc voilà ce qu'est une savane, un milieu complexe, soumis à des changements saisonniers et qui connaît des perturbations. Les savanes se sont mises en place il y a très longtemps, au Miocène tardif, il y a 800 millions d'années. Et ça s'est fait à la suite de l'apparition de poacées, donc d'herbes, qui présentaient une nouvelle voie de photosynthèse, c'est-à-dire de construction de la matière végétale à partir de l'atmosphère. Cette voie était dite en C4. Alors on a progressé beaucoup depuis, il y a des catégories innombrables, mais voilà, l'essentiel, c'est que c'est une nouveauté, une innovation qui a permis l'extension rapide de ces espèces, alors que l'atmosphère avait une teneur de plus en plus faible en dioxyde de carbone, en CO2, parce que toutes les plantes qui se multipliaient fixaient ce dioxyde. Et les nouvelles espèces de poacées étaient plus performantes que les plantes précédentes, dites en C3, en particulier les arbres et d'autres herbes. Ensuite, donc il y a eu une sorte d'apparition de ces milieux qui se sont répandus rapidement, et ensuite un équilibre a pu se faire entre ces herbes, le feu, les arbres et les herbivores. On va un petit peu rentrer là-dedans.
Alors qu'on soit bien clair, la savane n'est pas, comme on a pu le dire autrefois, un produit de dégradation de la forêt. Elle est apparue bien avant les hommes dans cette région. Hein, vous voyez les dates. La savane a tout d'un milieu naturel, si on appelle naturel, quelque chose qui n'est pas touché par les humains. Il y a eu des hypothèses, et je vais vous en présenter une. Ne vous inquiétez pas de ce schéma un peu compliqué. On va le regarder très rapidement et en examiner tous les éléments. Donc l'idée est que ces savanes seraient apparues en présence de feu, avec une sorte d'emballement qui s'est fait grâce à des relations entre les arbres. J'ai traduit les petites bulles qui sont en anglais et peut-être pas très lisibles. J'ai traduit les principales pour que vous les voyez. Donc un jeu d'interaction entre les arbres qui crée un couvert forestier de plus ou moins grande importance, et les herbes et le feu, donc la partie supérieure du graphique. Et donc, il y a une partie aussi climatique qu'on va regarder ensuite. Donc, quand on a du feu, c'est défavorable aux arbres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand on a peu d'arbres, moins d'arbres, on a plus d'herbes. Ces herbes sont favorables au feu parce que dans une savane, ce ne sont pas les arbres qui brûlent. Le combustible est apporté par les herbes, et c'est la couche d'herbe qui permet au feu de se propager dans l'espace. Donc, il y a une possibilité d'emballement grâce à ce système qui s'est mis en place. Et avec le climat, il y a aussi des interactions. Quand on a peu d'arbres, on a peu de nuages puisqu'il y a moins de transpiration. Il y a aussi des aérosols qui se créent avec le feu. Il y a des modifications de la convection, moins de pluie, plus d'orage, plus de sécheresse, plus de feu. Et voilà que le système s'emballe. Vous pouvez aller regarder les détails si ça vous intéresse dans la publication qui est indiquée en bas de page. Alors, autour du dioxyde de carbone et du feu, on peut donner un peu plus de détails sur cet emballement qui s'est produit. À l'époque où il y avait une concentration faible de dioxyde de carbone, il y avait peu d'altération biologique des roches, qui sont le principal réservoir de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, c'était peu favorable aux ligneux qui poussaient difficilement. Il y avait des arbres petits exposés au feu puisqu'ils restaient enfouis dans cette couche d'herbe très haute des graminées qui étaient déjà à peu près celles d'aujourd'hui. Quand on a peu d'arbres, la croissance des herbes est avantagée, ces plantes dites en C4 qui ont une physiologie particulière, et voilà qu'on a un emballement possible. Attendez, je suis passée un peu trop vite, je reviens. Voilà, dans cette boucle en haut, tout favorise le feu et les herbes. Ensuite, l'équilibre a pu se faire parce que dans ces savanes, donc une régulation, un équilibre dans ce système, il y a eu ce qu'on appelle une radiation évolutive, c'est-à-dire une grande quantité de nouvelles espèces qui sont apparues pour exploiter ces nouvelles ressources. Et il y a eu deux sortes d'animaux qui sont venus, des brouteurs, ceux qui mangent les arbres, qui sont donc défavorables aux ligneux, qui diminuent le couvert forestier. Vous voyez la traduction en haut du graphique. Et il y avait par ailleurs des paisseurs, ce sont des animaux qui mangent des herbes et qui limitent la croissance des herbes et donc l'inflammabilité du milieu. Donc, un effet antagoniste qui a permis à la savane de s'équilibrer et de se maintenir avec le feu. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, ou du moins ce qu'on observait jusqu'à il y a peu de temps. Donc voilà, brouteurs, paisseurs qui ont un effet antagoniste avec bon, on va passer. Donc, si vous voulez plus de détails, j'ai beaucoup simplifié. Vous pouvez regarder la publication. Toujours avec un regard d'écologue, que font les humains dans ces savanes? Là encore, à très grands traits. On peut prendre l'exemple d'une des localités où j'ai travaillé pour expliquer ce qui se passe. Alors, vous voyez la localité, la zone habitée en noir au milieu, puis diverses bandes, diverses tâches autour, et je vais détailler un petit peu ça. Donc, immédiatement autour du village, on avait, et on a toujours, des champs qui étaient cultivés presque entre les maisons, et ils sont alimentés par les déjections humaines et animales et tous les déchets ménagers, ce qui fait qu'ils sont riches, ils sont également faciles à surveiller,
et on ne plante pas tout à fait les mêmes choses, on ne cultive pas et on ne sème pas les mêmes choses que dans un autre type de champ qu'on va voir ensuite. Autour de cette auréole, ou dans la même auréole, on avait des ligneux. On en a encore dans certains villages, qui sont donc ces arbres qui ne sont pas des arbres de la nature, des arbres qu'on trouve dans la brousse, dans la savane aux alentours. Ce sont des arbres qui ont la particularité d'avoir une feuillaison inversée. Leurs feuilles poussent à l'inverse des autres. Quand les autres arbres sont feuillés, eux sont défeuillés, et inversement. Ce qui veut dire que pour cultiver, c'est extrêmement intéressant, parce qu'ils ne font pas d'ombre au champ. Et ils ont un autre avantage, c'est qu'ils enrichissent le sol en azote et qui servent de fourrage aux troupeaux. Les gens élevaient depuis très longtemps des chèvres et des moutons qui restaient aux alentours du village. Et puis, il y a une auréole plus vaste, donc, qui s'appelle Mana dans la langue des Bois-Bas de cette région, qui contient des champs. Alors aujourd'hui, des champs de coton qui sont des cultures de rente, c'est-à-dire qu'elles servent à obtenir de l'argent, on les vend. Et puis les champs qu'on a fait depuis toujours à gauche, ceux qui servent à manger avec des céréales. Alors quand la terre était autrefois fatiguée par une culture, on abandonnait le champ, on partait cultiver plus loin, et quand la brousse reprenait l'aspect qu'elle avait avant qu'on commence à cultiver, comme si elle n'avait pas été touchée par les humains, eh bien on avait une reconstitution complète de la fertilité du sol et on pouvait continuer à reprendre la culture. Donc il y avait un système d'essar, c'est comme ça qu'on appelle ce système, qui tournait. Alors ce qui se passe, c'est que, bon oui, alors modification du milieu avec des auréoles. Voilà, spatialement, il y a des modifications de diverses intensités dans le milieu. Donc les gens aussi élevaient des chèvres, comme je vous ai dit, mais aujourd'hui, on a également, depuis déjà un certain temps, des bovins. Ici, ils sont en train de faire de la veine pâture dans un champ abandonné après culture. Ils vont aussi dans la brousse et ils servent un petit peu de compte en banque aux gens. Quand on a de l'argent à placer, bien on le met dans les bœufs. Autrefois, il y avait très très peu de bœufs dans ces zones-là et tous les animaux étaient à usage sacrificiel. Vous verrez tout à l'heure l'importance des religions. Et on les mangeait bien entendu, mais ce n'étaient pas des animaux de boucherie, ils étaient là pour les sacrifices. Voilà, donc, que font les gens aussi aujourd'hui? Eh bien, ils sont en train de détruire les savanes. Sur ces cartes, là, c'est encore la même localité. Vous voyez des taches brunes, ça, c'est les sols très minces sur lesquels on ne peut pratiquement pas cultiver. Vous voyez des taches vertes qui vont être différents types de végétation plus ou moins dense, plus c'est foncé, plus c'est dense. Et puis du jaune et du rose qui sont les champs cultivés et les champs récemment abandonnés. Alors, vous voyez l'évolution de ces divers types d'espaces entre 1952 et 1994. Vous voyez, on a très très peu de milieux végétalisés avec une végétation peu modifiée. En 94, ça a encore progressé à tel point que dans cette zone, le feu ne peut quasiment plus passer et qu'il n'y a quasiment plus d'espace qui ne soit pas cultivé ou récemment cultivé. Si on prend l'autre zone où j'ai travaillé, le pays Sémé, on a exactement le même phénomène. Vous voyez ici des zones vertes, vert foncé le long des cours d'eau, avec des arbres, certains types d'arbres, des forestiers. Vous avez les savanes qui sont en vert, les champs en jaune. Et puis, quand on regarde ce qui se passe, vous allez apercevoir l'introduction des vergers dans une couleur jaune verdâtre. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide et que tous les milieux qui ressemblaient à de la brousse ou de la savane ont disparu. Presque. Donc, on va, après ce tour d'horizon, avec des lunettes d'écologue, si je peux dire, on va passer à qu'est-ce qu'une savane pour ses habitants. Et là, je vais vous demander de prendre un tout autre regard et de considérer qu'une savane n'est pas une savane, mais c'est la brousse. Et c'est comme ça que les gens l'appellent. Et j'ai mis une majuscule parce que la brousse est un lieu et une puissance en même temps.
Alors, quelques notions générales qui sont communes à la plupart des sociétés de savane en Afrique de l'Ouest au moins. Bon, il y a des variations entre une société et une autre, une époque et une autre, mais bon, en gros, tout ça va rester vrai. Il y a cette omniprésence de l'invisible au quotidien pour toutes ces sociétés et des gestes comme ceux qu'on pouvait faire quand j'étais enfant. Moi, j'allais me promener dans les champs sous la garde d'une jeune fille qui était très pieuse. Et bien, quand on passait près de crucifix, elle nous faisait mettre un petit bouquet de fleurs au pied du crucifix. Des petits gestes comme ça qui n'ont rien de... C'est pas une prière, c'est pas... Et ce genre de gestes-là, eh bien, ils existent quasiment plus aujourd'hui chez nous, mais ils sont très nombreux et très fréquents dans les deux sociétés dont je vais vous parler. Il y a aussi autre chose, c'est la coexistence de ce qu'on peut appeler deux juridictions. Il y a divers domaines. Il y a le domaine des humains, c'est le village. Et puis, il y a un domaine qui est celui des génies, et c'est la brousse. Donc, le village a été tracé dans la brousse, il a été retiré au domaine des génies avec leur permission, mais dès qu'on sort du village, on est chez eux, et il faut se comporter de façon à ce que ça se passe bien. Les frontières spatiales entre les deux espaces sont très bien connues, mais elles peuvent être fluctuantes. Vous avez la brousse qui a tendance à rentrer dans le village la nuit, par exemple. Il y a des publications de Michel Cartry qui parlent très très bien de cela. Et puis il y a des périodes aussi où, plusieurs journées, où la brousse entre et envahit le village. On va y revenir tout à l'heure. Alors les génies, ce sont des êtres invisibles. Et j'arrive maintenant à deux modes d'existence. C'est pas très beau ce que j'ai écrit, coexistence de deux modes d'existence, mais il y a une manière d'être ou une face ou une dimension visible, celle où se trouvent les humains, les animaux, les plantes. Et il y a aussi des êtres invisibles, un Dieu créateur qui ressemble un peu à celui des religions du livre, christianisme, islam et judaïsme. Il y a aussi des ancêtres qui sont invisibles. Un ancêtre, c'est pas du tout... c'est une personne qu'on a connue, mais ça n'est plus la personne qu'on a connue. C'est plus des traits de caractère, c'est plus un nom. Ce sont des sortes d'instances qui sont là dans l'invisible et qui surveillent tout ce qu'on fait et qui favorisent ou qui, au contraire, punissent les gens selon leur comportement. Les génies, eux, ils sont sur la terre avec les gens, alors que le Dieu créateur et les ancêtres sont un petit peu plus loin, enfin encore que les ancêtres sont là aussi parmi nous. Un génie, c'est invisible, mais ça a un corps sexué, ça se reproduit, ça naît et ça meurt. Il y a encore les âmes à naître qui sont là, prêtes à venir se placer dans le ventre d'une femme. Puis selon les sociétés, il y aura plusieurs sortes de génies, d'autres puissances, etc. On fait très, très simple, juste pour faire comprendre que cette dimension est importante. Alors, les êtres invisibles nous voient, nous qui sommes dans le visible, il n'y a aucun problème, mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a une dissymétrie entre ces deux mondes. Maintenant, quelles sont les relations entre ces deux types d'êtres? Alors, je dois dire que les humains ont été éduqués par les génies. Ils sont des sortes de grands frères qui ont tout montré aux humains. Les savoirs matériels, que ce soit l'agriculture, l'artisanat, la métallurgie, etc., sont des savoirs transmis par les génies. Ils ont également donné aux gens leurs savoirs religieux et sociaux, notamment, ils ont expliqué comment on pratique les cultes et comment on s'initie, parce que eux, ils font tout la même chose, tout ce que font les humains, ils le font dans l'invisible à leur manière, avec bien sûr des différences, mais c'est eux qui ont appris tout ce qu'ils savent aux humains. L'implication de tous ces êtres invisibles dans la vie des gens est donc quotidienne, tant en ce qui concerne la production matérielle. Votre champ va être bien donné non seulement parce que vous y travaillez correctement, mais parce que l'ancêtre va vous aider ou le génie va vous le permettre. Et plus étonnant peut-être pour des gens de nos sociétés, c'est aussi d'eux que dépend la procréation. Alors maintenant, je vais passer à des choses un petit peu plus précises concernant les deux sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. D'abord, le culte du dos et l'initiation, et ensuite, la procréation humaine. Commençons par le culte du dos.
Do est une entité venue de la brousse qui s'est installée au village avec les gens. Et tous les adolescents, garçons et filles, doivent s'initier à Do dans la tradition. On a des initiations de chrétiens, un peu moins de musulmans parce que ça pose certains problèmes, mais les gens arrivent à continuer ces cultes même quand ils se disent ou qu'ils sont convertis. Le Do n'est pas pratiqué que par les deux sociétés dont je vous parle. Alors, pour que vous vous repériez, j'ai mis en haut à droite les petites taches vertes et bleues qui vous permettent de voir qu'on parle là des deux sociétés ou d'une seule, selon que je mets les deux petits médaillons ou un seul. D'autres sociétés que les Boaba et les Sémé pratiquent le Do dans la grande région Burkina, Côte d'Ivoire, par là. Mais chacun le fait à sa manière avec des variations assez importantes. Do, il va renforcer la cohésion de la communauté humaine. Alors, il le fait en mettant de l'ordre. Il signifie à chacun quelle est sa place. Les cadets doivent respecter leurs aînés, leur obéir. Il y a une grande différence entre les initiés et les non-initiés, d'ailleurs avec des grades. Quiconque a un grade initiatique plus élevé que le vôtre doit être respecté. Et il ne s'agit vraiment pas de s'amuser avec ça, comme le disent les gens. Il y a aussi une différence entre hommes et femmes qui est qu'on va souvent présenter ici en Occident comme une domination de l'homme sur la femme, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Dans l'apparence ou dans le théâtre social, c'est bien sûr la femme est soumise, obéit à l'homme. En réalité, elle a des tas de pouvoir et sans elle, les hommes ne peuvent pas faire grand-chose. Elles ont leur mot à dire. Il y a aussi des différences entre ce que les gens appellent là-bas, les francophones appellent des castes, quand ils traduisent les divers termes en usage dans leur société. Il y a les nobles, qui sont les cultivateurs les plus nombreux, et leurs dépendants, les forgerons et les griots. Les nobles commandent, les forgerons sont dépendants, c'est-à-dire qu'ils sont nourris par les nobles. En contrepartie, ils doivent leur donner les armes et les outils de culture. Et les griots, eux, sont nourris également par les cultivateurs et eux, ils sont chargés de la musique et chez les Boaba du tissage. Alors, je parle au présent, bien que tout ça est en train de changer. On n'a plus, bien sûr, on ne cultive plus toujours à la houe, on ne fait plus la guerre avec des flèches, etc. Mais toute cette catégorisation des gens est présente dans les esprits, quand bien même on est chrétien, musulman et qu'on se prétend moderne ou qu'on va à l'université. Donc ces catégories-là sont très présentes dans la tête des gens. Il y a encore des interdits de mariage entre les diverses castes notamment. Alors, ce que fait Do aussi, c'est qu'il accompagne et renforce des dispositions rituelles qui sont prises par une autre institution qui s'appelle la prêtrise de la terre. Alors, on parle parfois aussi de chef de terre. Là, il s'agit d'assurer l'harmonie avec la brousse pour pouvoir accéder à la possibilité des productions agricoles, donc cultivées dans la brousse, et puis aussi pour avoir des descendants. Cette institution de la prêtrise de terre a préexisté à celle du Do. Et donc, Do est soumis à cette institution qui travaille un peu autrement, puisque là, il s'agit seulement d'une unique personne, qui est le prêtre de la terre, qui, au nom de toute sa communauté, va faire tout un tas de choses, des sacrifices, s'imposer de très nombreux interdits et en faire respecter quelques-uns aussi à toute la population. Tandis que le Do, lui, fonctionne avec toute la population qui est prise dans cette institution qui organise les choses. Alors, dans le culte du Do, il y a des moments où Do s'incarne dans des êtres sacrés qui sont des hybrides entre humains et la divinité. Il peut s'agir de masques, ou il peut s'agir de rondes, donc des morceaux de métal qu'on fait tourner autour de sa tête pour produire un bruit caractéristique. Et les masques ne sont portés que par les initiés masculins et les rondes ne sont maniées que par des initiés masculins également. Donc quand quelqu'un est occupé à incarner le Do, il n'est plus un humain, il est hors de question de considérer, même si on reconnaît que c'est son frère ou son cousin, il ne s'agit plus de ça. Il y a un respect très important et le témoignage de ceux qui portent les masques
dit bien qu'ils se sentent autres aussi quand ils sont en train d'effectuer ces rites. Les incarnations de Do vont investir le village chaque année pour le purifier. Donc à ce moment-là, c'est la brousse qui entre dans le village. Alors chez les Boaba, ça va être les masques, et chez les Sémé, ça va plutôt être les rombes. Chaque quartier possède un lieu de culte du Do, tout à fait comme on a des églises, des mosquées, des synagogues. Mais là, il s'agit d'éléments naturels, un arbre, un bosquet, généralement situé au bord du village pour bien montrer cette histoire de Do qui est venue de la brousse pour rentrer au village. Chez les Boaba, c'est à la jonction du territoire villageois et de la brousse. Chez les Sémé, on dédouble le lieu. Il y en a un dans le village et un autre dehors. Et dans ce lieu sacré, on procède aux initiations, ou du moins à certaines séquences de l'initiation. On procède aussi à des sacrifices offerts à Do. Alors, sacrifices sanglants, mais pas tous, parce que généralement, on n'égorge pas les victimes pour Do, on les étrangle. On procède également à des consommations communielles de boissons fermentées, de la bière de sorgho, qui est réservée aux initiés, qui se fait génération par génération d'initiés. Donc, les premiers qui boivent sont les plus âgés, etc. Donc ça, c'est un petit mot des masques chez les Boaba. Les masques, ce sont des masques fabriqués en feuilles fraîches avec des espèces végétales précises. Et ces modèles de masques, ce type de masque plus exactement, est commun à tous les Boaba sur tout l'espace de leur territoire. Il y a des modèles extrêmement variés selon les régions, selon les quartiers même et selon les grades, mais c'est un masque commun et qui est identitaire pour les Boaba. Le masque de feuilles, c'est le plus sacré, le plus important. On initie un nouveau groupe de jeunes ados tous les 10 ans, et donc tous les 10 ans, on a une génération qui va pouvoir porter ce masque, ce qui était interdit tant qu'il n'était pas initié. Donc j'insiste sur le fait que c'est tous les 10 ans, parce que vous verrez que chez les Sémé, c'est un peu autre chose. Je vais vous présenter un petit peu d'autres masques, parce que ceux qui auront parcouru les musées vont avoir trouvé sous la rubrique masque Boaba, ce type de masque-là, avec une tête en bois, un costume de fibre. Alors ceux-là sont également rattachés au Do, ils font bien partie du culte du Do, mais c'est une sorte de Do supplémentaire ou secondaire qui ne concerne pas tout le monde, qui concerne certains lignages, certaines familles qui les possèdent, et on ne peut les porter et y être initié, et puis les porter que quand on est déjà passé par le Do commun à tous. Donc ce type de masque-là, il y en a beaucoup de variétés autres, hein, j'ai mis un modèle, sont les masques des cultivateurs et des forgerons. Et puis il y a aussi ceux qui sont propres aux griots. On ne va pas non plus développer, mais ces masques-là ne sortent que la nuit, alors que tous ceux dont j'ai parlé avant sortaient le jour. Donc ça, tout ça, masque secondaire. L'essentiel, c'est les masques de feuilles. Alors il existe aussi des masques chez les Sémé, et ils sont assez différents. Voici leur aspect, ce sont des masques planches très simples, et on va décider, ce sont des masques à figure animale, ici des kalao, qui sont des masques propres à la caste des griots. On va porter un masque selon sa caste, et puis aussi, quand il y a plusieurs modèles possibles, et il y en a par une divination qui va dire quel est votre animal symbole, comme ils disent. Donc ce masque va être porté uniquement par les initiés. Il n'incarne pas directement Do, mais des génies qui encadrent, qui accompagnent les humains dans leur initiation au Do. Et ces masques ne sortent que tous les 40 ans. Vous voyez que j'ai une image d'archive parce que je n'ai pas eu la chance de voir sortir ces masques. J'insiste sur les 40 ans, c'était tous les 10 ans pour les Boaba, les masques de feuilles. Ici, c'est tous les 40 ans, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les Sémé s'initient en même temps que les génies. Alors voilà la ville d'Orodara avec ses cours d'eau qui la traversent. Un génie, ça commence par être petit, et les enfants vivent dans ce que les Sémé et toutes les populations de cette région appellent des collines, qui peuvent être effectivement de petites collines, mais aussi simplement des lieux avec des cailloux, des cuirasses latéritiques. Les enfants sont là avec leurs parents. Puis, ils vont subir une première étape initiatique qui va durer une 40aine d'années,
dans des bosquets. Je vous ai parlé de la prêtrise de la terre, et bien c'est dans ces bosquets-là qu'on fait les rites correspondant à la prêtrise de la terre. Comme il y a 7 quartiers à Rodara, il y a exactement 7 bosquets qui restent fixes à ce moment-là. Ensuite, ils vont faire une deuxième étape pendant une quarantaine d'années aussi, paraît-il, dans des bosquets qui se trouvent dans le domaine agricole, entre les champs, qui sont des lieux de culte au génie des lieux. Parce qu'un beau jour, on va s'apercevoir que tel bosquet est habité par un génie et que pour que ça se passe bien, qu'il vous permette d'exercer votre activité de producteur de céréales ou d'autres choses, il faut lui faire des sacrifices, avoir des relations avec lui. Si le cultivateur s'en va, c'est un nouveau cultivateur qui sera à côté, qui s'acquittera de ses obligations. Alors pourquoi cette très longue durée? C'est parce qu'à la différence des gens, les génies ont une vie très très longue. Ils sont pubères à 50 ans, ils peuvent vivre 500 ans, peut-être encore plus. Et donc la dernière étape, eh bien, elle sera commune avec les humains. La dernière étape initiatique, tout le monde, génie et humain, mais les génies restant invisibles, sort avec ses masques, puisqu'ils ont eux aussi des masques. Alors, je n'ai pas détaillé l'initiation des humains, qui est un petit peu compliquée aussi, mais c'est pour faire sentir ce lien entre le monde invisible, les gens s'initient en même temps que les génies, et tout ça est ancré dans le paysage. Les choses se passent dans des lieux sacrés, ou à certaines séquences au moins. Maintenant, passons à la procréation humaine, qui semble une autre question, mais qui en réalité est liée aux choses que je viens de décrire. Alors, il y a des idées générales en Afrique de l'Ouest au sujet de la procréation. On pense que la brousse a une influence sur la procréation humaine, elle peut être positive, elle est la source des forces génésiques, et elle peut être négative, donc un obstacle à cette procréation. Il est possible d'avoir une certaine prise sur ces forces, en faisant des demandes et en offrant des sacrifices à certains êtres aux puissances de l'invisible, qui sont les génies et les ancêtres. C'est eux qui possèdent la clé de la procréation. Alors, chez les Boaba, la procréation dépend de lieux sacrés où vivent des génies invisibles dans cette grotte. Il habite des Kaninitois, la grotte s'appelle un Kani, et les Kaninitois sont les habitants du Kani, et c'est eux qui viennent mettre les enfants dans les ventres des femmes Boaba. Alors on ne dit pas beaucoup plus que ça, on n'a pas énormément de détails chez les Boaba, donc on ne va pas développer, mais chez les Sémé, on a énormément de détails sur ce qui se passe, et je vais vous le présenter. Ces croyances s'appuient sur l'existence supposée de génies, de couples de génies, les mâles habitant dans les collines, représentés ici par des triangles, et les femelles dans des biefs, des tronçons de cours d'eau qu'on va trouver, qui sont représentés ici par les petites gouttes blanches, qui sont d'ailleurs dans le village, tout près de la ville. Donc un couple de génies s'occupe de mettre chez les Sémé, et non pas un seul génie, s'occupe de mettre les enfants dans les ventres des femmes. Alors, il y a un circuit assez compliqué. Je vais vous en faire d'abord un résumé, et puis on va entrer dans une deuxième diapo, enfin dans un petit peu plus de détails. Donc, repérons-nous bien dans le cycle des vies successives des humains, puisqu'il y a un principe permanent qui vient habiter un nouveau corps régulièrement. Quand il y a une naissance, il y a la production d'un corps vivant. Mon code couleur, là, ce qui est visible est représenté en brun. Donc, il y a cette enveloppe visible, et puis il y a dedans ce qu'on appelle un nom. On peut traduire par âme, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça a d'autres propriétés qu'une âme dans la conception chrétienne. Quand ce corps vivant mène sa vie puis meurt, cette âme est libérée. Elle va passer par un certain nombre de lieux du monde visible avant de passer dans une autre dimension, un lieu dans l'invisible. Puis elle va, comme ils disent, redescendre en passant par d'autres lieux du monde visible avant de revenir naître. La boucle est bouclée, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce circuit, qui est complexe, et c'est encore une simplification ce que je vous présente. Donc ce corps vivant mène sa vie, meurt, puis des principes, certains des composants de cette personne disparaissent, le souffle vital disparaît, quand on pousse son dernier soupir, c'est terminé, plus de respiration, le cadavre pourrit, mais il y a ce nion, cette âme qui continue son trajet.
elle passe d'abord dans des lieux du monde visible, une colline dite de naissance où elle dépose le génie qui a procédé à sa conception et qui l'a surveillé et protégé toute sa vie, et également dans l'eau de naissance pour la vie écoulée, toujours une sorte de salut pour dire adieu à ces deux génies qui n'auront plus jamais rien à faire avec le nom de l'âme. Puis passe à lui aussi l'autel des ancêtres de la cour où la vie s'est écoulée. Je vous montrerai tout à l'heure un autel des ancêtres. Une fois cela accompli, l'âme poursuit son chemin, le nion, et ce nion, cette âme, arrive dans le monde invisible, je ne sais pas trop où, peut-être dans le ciel, peut-être ailleurs, chez le Créateur. Et il établit son programme pour la prochaine vie. Il va choisir son sexe, la cour où il va naître, qui peut être la même que la précédente ou une autre, son occupation et sa caste, c'est-à-dire que s'il veut cultiver, il ira chez les cultivateurs, etc. Dieu, lui, va fixer la durée de la vie de la personne. Si cette personne ne fait pas d'erreur et qui peuvent écourter sa vie, eh bien, elle aura tant de jours de vie. Et elle lui donne aussi une portion de chance. Quand Dieu a vérifié, le Créateur a vérifié que le programme était cohérent, elle laisse repartir le nion, l'âme, qui va poursuivre son chemin et qui va, comme on dit, redescendre, cette fois en passant par l'autel des ancêtres, mais le nouvel autel des ancêtres, là où la personne va naître, alors la même cour ou une autre, selon son choix. Vous voyez ici mon ami Durand qui est assis à côté de l'autel des ancêtres. On ajoute à chaque décès un nouveau caillou sur ce tas, et c'est ça qui représente l'autel des ancêtres. À ce moment-là, les deux génies en charge de la future personne vont faire en sorte qu'il y ait une relation sexuelle fécondante dans le couple humain. Ils ont eu eux-mêmes une relation sexuelle pour lancer le processus un peu avant ou en même temps. Puis, le petit être en formation dans le ventre de sa mère va se déplacer parce que cette âme, ce nion, n'est pas fixée dans le ventre de la mère, elle peut circuler. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe ensuite, parce que cette âme, elle sort du corps pendant qu'on rêve, par exemple. Donc, elle va aller prendre son nouveau génie, ou du moins le saluer, puisqu'il s'est déjà occupé des choses, dans son eau sacrée, on appelle son eau de naissance. Il va y rester 3 ou 4 mois selon qu'il est garçon ou fille, puisque ce sont deux chiffres symboliques de la masculinité et de la féminité. Puis ensuite, il passera sa nuit à la colline de naissance du génie mâle ou masculin qui s'est occupé de sa naissance. Et puis, on aura la naissance d'un nouvel individu. Et la boucle est bouclée. Donc, pour conclure cette présentation des relations des humains, des sociétés humaines avec leur environnement, si on veut parler des relations avec la brousse, il faut insister sur le fait que l'interférence est quotidienne avec toute cette dimension invisible, et la brousse sert de médiateur à ces relations. Il faut insister aussi sur le fait que ces relations sont inscrites à la fois dans le paysage, par des lieux sacrés qui sont souvent des points remarquables ou saillants du paysage, un cours d'eau, une colline, un lieu, une grotte, etc. Et ils sont aussi inscrits dans la biodiversité, si on peut l'appeler comme ça, ce qui n'est pas un terme qui ait le moindre sens pour les populations dont on parle. Cette biodiversité servant de support à des rites et étant des emblèmes, qu'il s'agisse d'espèces végétales, celles qui servent aux masques par exemple, ou d'espèces animales, celles qui sont représentées par d'autres masques. Et précisons bien, insistons bien sur le fait qu'il n'y a aucun culte de la végétation en tant que telle. Il ne s'agit pas de ça. La végétation n'est jamais qu'un support. Donc j'espère, à travers cette conférence, vous avoir convaincu que la brousse et la nature ne sont pas du tout des synonymes, mais vous avoir fait pénétrer dans une autre manière de regarder les relations des gens avec leur environnement. Donc j'ai terminé ma présentation. Je vais essayer, je suis prête à répondre à vos questions et je vais essayer de passer dans l'autre mode si je sais le faire. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Oui. J'ai mis, j'ai mis
Bon, vous avez les références biblio par ailleurs. Voilà. Super, merci beaucoup. Pas dépasser trop mon temps, j'espère. Non, on a encore du temps pour les questions. Et ça commence déjà. Nous avons déjà une première question. Donc, qu'en est-il des feux accidentels et quels sont les effets des changements climatiques sur la brousse de Nini? Alors, j'aimerais bien voir les gens à qui je parle, mais je crois que ce n'est pas possible. Si? Non, on ne les voit pas. Bon, c'est pas grave. Si Nini veut activer son micro, Ouais. sa caméra pour poser sa question à haute voix, c'est vrai que ça apporterait un peu plus de... Ce serait plus sympa, mais bon, si on peut le faire. Hein, mais... Bon, moi, je ne sais pas le faire, alors je vais laisser, je crois. Je ne sais pas me mettre sur le mode. Bon, j'ai essayé de répondre à cette question. Alors, les feux, la notion de feu accidentel, c'est un peu difficile parce que, comment dire, une savane en fin de saison sèche, quand c'était les savanes d'autrefois avec beaucoup d'herbes, c'est quasiment fait pour être brûlé. Alors, la moindre chose va donner du feu. Bien entendu, les gens essayent de les contrôler parce que c'est très dangereux, un feu qui arrive dans le village, surtout quand on a des toits de paille. Mais c'est un peu obligatoire que ça brûle, si vous voulez. Donc, bien sûr, il y a des feux accidentels, mais on s'arrangeait autrefois, et encore dans les zones où le feu peut passer, pour gérer ces feux de façon à ce que des feux accidentels ne se produisent pas, parce que c'est vraiment une catastrophe quand ça vient dans le village. Mais quand on sait très bien gérer les feux, et quand on veut garder un espace non brûlé, les gens font des pare-feux, c'est-à-dire qu'ils débroussent, ils dégagent la végétation, enfin, ils savent faire. Est-ce que j'ai répondu à la question ? On va laisser Nini nous dire dans le chat. Puis on a une autre question sur le feu. Est-ce que vous pensez que le feu a un rôle déterminant dans la formation de la végétation des savanes, ou est-ce que ce serait plus le climat qui forme les communautés végétales? Il y a les deux. Hein. Bon, disons que dans l'apparition des savanes, il semble que le feu ait joué un grand rôle, mais le climat aussi. Mais c'est-à-dire que sans feu, il n'y a pas de savane, et ensuite, le climat va faire. Si vous regardez, en Afrique de l'Ouest, on a des milieux de plus en plus secs. Quand on arrive de la mer et qu'on monte vers le Sahel, le climat est de plus en plus sec, c'est-à-dire que la saison sèche est de plus en plus longue et la saison des pluies de plus en plus courte. Et la quantité totale de pluie tombée est également plus faible quand on monte vers le nord. Et donc, on a différents types de savanes qui vont se succéder. Mais tout ça est quasiment effacé aujourd'hui par l'agriculture, par toutes les actions humaines. Bon, si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu développer ça aussi. C'est très difficile de départager les deux choses. Et quand on arrive dans des milieux encore plus secs, plus au nord, on n'a plus de feu, parce que la couche d'herbe n'est plus continue au Sahel et vers le Sahara. Merci. Je pense que Nini aimerait peut-être avoir des précisions, notamment au changement climatique. Et je pense que peut-être, est-ce qu'il y a une augmentation de ces feux, ou est-ce que ça va modifier les communautés? Au contraire, le problème n'est pas du tout une augmentation des feux, c'est une diminution des feux. Il y a de moins en moins de feux dans ces régions parce qu'il n'y a plus rien à brûler. Les champs étant quasiment contigus, il n'y a plus de feu. Le feu ne peut plus passer, il y a des jachères, c'est-à-dire des lieux mis en reconstitution avant d'y revenir. Si un feu prend sur une toute petite plage, eh bien, ça va s'arrêter parce qu'il y aura un obstacle avec une zone dénudée. Non, les feux sont en train de diminuer en Afrique, sauf dans les zones où il n'y a pas d'hommes. Dans les aires protégées, il y a des feux encore. Mais c'est en train de diminuer très clairement. Alors, nous avons une nouvelle question sur Zoom. Et alors, j'espère bien l'avoir compris. Sinon, Kakaja pourra peut-être un peu approfondir à l'oral ou même dans une autre langue si le français ne l'arrange pas. Donc, il me demande si les gens qui pratiquent le Do appartiennent, je pense, à une religion aussi, ou à quelle religion? Alors ça, c'est poser la question à l'envers, si je peux me permettre. Les gens pratiquent le Do, et ensuite ils ont ajouté ou superposé une religion dite moderne. Alors on est
d'abord un pratiquant du Do et ensuite on s'est converti au christianisme, à l'islam, et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors on s'arrange parfois pour pratiquer les deux. Moi j'ai vu des chrétiens qui partaient, qui envoyaient des bons chrétiens qui envoyaient leurs enfants s'initier au Do. Les prêtres catholiques sont souvent plus tolérants sur ces choses-là que les protestants et que les musulmans. Il y a un problème aussi pour les musulmans, c'est que normalement, Do n'aime pas la circoncision. Il n'y a pas de circoncision chez les Bouaba, par exemple. Enfin, Do chez les Bouaba n'aime pas la circoncision. Et donc, les petits musulmans qui voudraient s'initier au Do, en fait, ils sont obligés, quand ils se convertissent à l'islam, d'abandonner totalement les religions traditionnelles parce que ça peut être très dangereux pour eux de venir s'initier, puisque Do, lors de l'initiation, prélève parfois des jeunes, enfin les tue. Et s'ils sont circoncis, si ça ne lui plaît pas, ça peut leur arriver. Voilà. Mais le Do a préexisté, était la religion, la vraie religion traditionnelle de toutes ces zones. Les autres religions se sont superposées et plus tard. Alors certains ont complètement abandonné le Do, hein, les plus convaincus, mais beaucoup de gens. Pour vous donner une idée, dans la localité d'Orodara, il y a 50% des garçons qui se sont initiés soit ouvertement. Alors chez les Sémés, on pratique la circoncision dans le dos, donc ça ne pose pas de problème aux musulmans. Parfois, ils n'osent pas s'initier ouvertement, alors ils le font, comme ils disent, clandestinement, et ça fait à peu près 50% des garçons, et pour les filles, ça serait encore un peu plus, parce qu'elles obéissent mieux à leurs parents qui leur disent de s'initier. Et chez les Bouaba, j'ai à peu près la même proportion, 50% dans les 80% dans les petits villages, 50% dans les villes, d'après ce que les gens m'ont dit. Je n'ai pas fait des enquêtes là-dessus, hein, mais un petit peu comme ça, j'ai questionné. D'accord, merci pour cette réponse. On va passer sur une question un peu plus d'écologie de la part de Amélie, qui se demande si on peut considérer en fait les savanes comme un climax au final. Ça dépend ce qu'on appelle un climax. On utilise les termes de pyroclimax pour dire que c'est un climax en présence du feu. Alors, tout ça, c'est une question de qualification du feu. Si on admet qu'il est naturel, comme il semble l'être d'après l'hypothèse ou l'explication que je vous ai donnée, on va parler de climax. Si on ne veut pas... voilà, Bon, il y a une notion très intéressante que je vous ai mis dans la biblio, Allen et Starr, l'idée de l'incorporation d'une perturbation à l'écosystème. C'est dire que quand une perturbation est suffisamment... Bon, il distingue Allen et Starr contrainte et perturbation. La contrainte, c'est comme le froid ou la sécheresse saisonnière. On sait que ça va arriver, c'est programmé, c'est prévisible. La perturbation l'est un peu moins. Or, le feu dans ces zones-là acquiert plutôt le statut d'une contrainte que d'une perturbation. On sait très bien quand il va venir, on sait très bien s'il peut passer en fonction de la masse végétale qui est là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que oui, c'est des climax, mais après, chacun aura son opinion sur la question. C'est vrai que le climax est assez débattu chez les écologues. Donc, on va changer encore de thème de question. Et c'est Sandrine H qui se demande quel est le rôle des femmes dans les rites de Do. Alors les femmes, j'ai pas développé. Dans le petit film, on les voit pas, mais elles sont là. Mais bon, je pouvais pas vous passer trop long. Les femmes, on les exclut du Do chez les Bouaba. Elles sont là, mais elles suivent les garçons dans toutes les initiations, mais elles sont déclarées non initiées chez les Bouaba. En réalité, elles assistent à tout, elles voient quasiment tout. Elles sont exclues des secrets parce qu'on enseigne des tas de secrets aux hommes. Mais d'un autre côté, si elles ne sont pas présentes, l'initiation ne peut pas se faire. Et en réfléchissant là-dessus, donc ça c'est un travail d'ethnologique en cours, on peut arriver à la conclusion qu'elles sont en réalité, elles ont un statut d'initiatrice ou de passeuse vers l'invisible et vers le dos. Donc elles ont un air totalement effacé en surface et en réalité elles sont extrêmement importantes. C'est ce que je vous disais sur cette hiérarchie qu'on comprend très mal vu d'ici parce qu'on croit toujours que les femmes sont brimées et c'est surtout qu'elles ont un autre rôle. Donc, elles sont présentes. Chez les Sémés, elles ont une initiation à part. Autrefois, on pratiquait
l'excision des filles et la circoncision des garçons. Les garçons sont toujours circoncis et en principe, les filles ne le sont plus. Elles ont une initiation complètement à part des garçons qui se confond avec l'union matrimoniale. Donc, c'est en s'initiant, quand on se marie, on s'initie aussi. Il y a des cérémonies tout à fait particulières et elles ont un parcours séparé, c'est autre chose. La femme est reine ou maîtresse à la maison et l'homme à l'extérieur. Donc, pour faire très, très simple. J'ai répondu? Et vous ne les verrez jamais sur le devant de la scène. Ça, non. Je pense que Sandrine nous répondra dans le chat si elle veut avoir plus de précisions. En continuant sur le Do, on se pose la question, est-ce qu'on peut rattacher justement le culte du Do à un des 4 grands schèmes d'ontologie que Descola présente? Alors, pas le culte du Do en lui-même, mais disons que la représentation des personnes serait plutôt analogique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage d'une âme, enfin âme Boni chez les Boaba et Nion chez les Sémé, on ne passe pas de l'humain à l'animal, normalement pas. Il arrive ni les génies ont aussi des âmes qui tournent comme ça entre les individus, et si un génie vient s'incarner en tant que génie dans le ventre d'une femme, ça va faire un enfant handicapé, anormal ou qui mourra très tôt. On n'a pas non plus. Donc, il y a comme des compartiments étanches entre les humains et les autres. Le génie, lui, a la possibilité de se transformer, de se donner une apparence animale, végétale ou humaine comme il veut. Mais sa vraie apparence est encore autre. On les représente, les génies, on les décrit comme souvent des êtres avec de très petites tailles, avec des longs cheveux lisses, ce qui n'est pas le type physique normal dans cette région, qui descendent jusqu'aux pieds, etc. Ils ont toute une morphologie différente. Ils ressembleraient à des humains, mais différents quand même. D'accord, merci beaucoup. Et pour rester justement sur les génies, comment se fait la transmission de l'apprentissage des génies aux sociétés, aux humains? Bien, un jour, vous êtes en brousse et puis vous surprenez les génies en train de danser avec des masques. Vous vous mêlez à eux, vous regardez, et puis vous revenez au village en imitant. Parfois, vous êtes happé, entraînés dans leur cani, là, les grottes. Et bon, les griots, par exemple, racontent qu'ils ont acquis les instruments de musique comme ça. Et puis, ils restent vivre un certain temps avec les génies. Puis ensuite, on va imiter ce qu'ils ont fait. On vous racontera par ailleurs, sans du tout être gêné par ça, que tel ou tel instrument a été acquis d'une société voisine. Alors, voilà, on a aussi des communications avec les génies dans les rêves. Et on fait des sortes de vols aux génies, de choses qu'ils possèdent. Mais si on peut les voler, c'est bien parce qu'ils ont décidé de vous laisser faire. Vous voyez, c'est un jeu un petit peu complexe de communication qui se fait dans un mode, soit dans la réalité avec des visions, soit par le rêve, qui est quelque chose de très important dans ces sociétés. Et puis par la divination aussi, qui vous permet d'interpréter vos rêves. Vous pouvez regarder à ce sujet-là les articles de Stéphane Dugast qui sont dans la bibliographie. D'accord, merci. Pour les curieux, la bibliographie que Anne nous a fait parvenir avant la conférence pourra vous être envoyée si vous voulez aller approfondir tous les sujets dont elle a parlé. Nous avons une autre question, notamment pour l'avenir du culte du Do dans un contexte de mondialisation culturelle. Et en particulier, vous pensez que le syncrétisme avec les religions monothéistes puisse être une menace pour le maintien de ce culte et des rituels? Vous avez déjà un peu répondu avec la circoncision et... Oui, alors, le syncrétisme,
pense pas qu'on pourrait appeler ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de commune mesure. Les religions du livre sont quand même basées sur d'autres choses, interdisent en principe, enfin en tout cas les chrétiens voient mal le sacrifice, les musulmans ne veulent pas de masque, etc. Donc ça va être assez compliqué. Par contre, ce qui menacerait le dos de disparition, ça serait, et c'est plutôt ça qu'on peut craindre, ça serait une folklorisation et que ces choses qui sont extrêmement sacrées, toutes ces cérémonies, ce que vous avez vu dans le petit film, j'ai eu une chance extraordinaire de le voir. C'est pas comme ça qu'on assiste à ça, hein. J'ai dû travailler à la confiance des gens pendant 10 ans avant d'avoir accès à ce type de cérémonie. Mais si les choses se vident de leur contenu et deviennent un folklore, alors on aura peut-être des masques de dos qui ne serviront plus qu'à un amusement, un carnaval, et qui seront vidés de toute leur substance, en fait. C'est déjà un petit peu ce qui se passe dans certains cultes du dos de Côte d'Ivoire, où apparemment ce sont des captifs qui ont été, donc des esclaves capturés pendant des razzias qui ont été amenés par des populations islamisées provenant des zones, donc les captifs provenaient des zones d'exercice du dos, qui sont restés actifs, ces cultes de dos et ces cérémonies, sous une forme un peu folklorisée, et où il reste une dimension sacrée quand même. Mais là, on est musulman et on pratique le dos d'une manière un petit peu secondaire, sans en respecter toutes les règles. C'est plutôt la folklorisation que le syncrétisme qui peut être prédit. Mais pour le moment, la religion est très vigoureuse. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce que n'hésitez pas à prendre la parole que ce soit sur Zoom ou à discuter sur le chat de YouTube pour si vous avez des questions, peut-être. Alors, en attendant la prochaine question, je peux dire qu'il n'y a pas que le dos, il y a d'autres religions dans des sociétés voisines, au Mali, en Guinée, etc., qui sont différentes, mais qui sont un petit peu basées sur le même principe, une initiation qui se faisait autrefois en brousse. Donc, ce lien avec la nature, toujours, vous pouvez lire divers travaux sur le poro, bon, je ne vais pas les avoir tous en mémoire, mais il y a d'autres religions, le dos n'en étant qu'une parmi d'autres. Bon, évidemment, il y a des endroits où ça a quasiment disparu. Quand il y a une religion du livre un petit peu autoritaire ou intolérante, on ne peut plus pratiquer ces religions traditionnelles. On raconte beaucoup comment les protestants ont brûlé les masques dans certaines sociétés, comment les musulmans interdisent à leurs adeptes de pratiquer quoi que ce soit d'autre. Voilà, on est quand même là-dedans aussi. On a une question quant à la conservation. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de lieux sanctuarisés pour la mise en place d'aires protégées, qui est très utilisée justement en Afrique de l'Ouest? Et est-ce que vous pensez que cette démarche ne participe pas justement à la marginalisation de ces espaces qui sont construits au contraire à travers des échanges culturels et sociopolitiques qui sont très, très dynamiques? Alors, il se trouve que j'ai, pendant ma carrière, dirigé une unité de recherche sur les aires protégées en Afrique de l'Ouest, dans ces zones-là, donc pendant 5 ans. La manière dont la question est posée, ce n'est pas celle que j'adopterais. Parce que si vous considérez, quand vous écoutez parler les gens dans ces régions là dont je parle, moi j'ai vu sur des vieillards des cicatrices extrêmement profondes et ils me racontaient, voilà, dans le vieux temps, les hyènes rentraient dans le village. Si un enfant, on sortait jamais la nuit pour uriner à l'extérieur des maisons parce qu'on pouvait être tué. Et le vieux monsieur dont je parle, qui est maintenant décédé, me montrait cette marque. C'était le lion qui était venu retirer sa petite sœur de la couchette où tous les enfants étaient réunis. Il avait pris la plus petite parce que c'était la plus facile à attraper et lui, il avait été seulement griffé. Donc, une coexistence entre les gens et certains animaux est quasiment impossible.
Alors ça, c'est un des aspects du problème. C'est pas concevable de laisser les enfants être mangés par les lions et les hyènes, vous en conviendrez. Il y a une autre manière aussi de poser le problème, c'est se demander si la cohabitation est possible aussi pour les espèces animales. Quand on a eu un des résultats des travaux menés dans cette unité, ça a été de montrer que dès que les aires protégées, les parcs et réserves, descendaient au-dessous d'une certaine taille, eh bien, les plus grands rapaces prédateurs disparaissaient du milieu. Parce qu'il faut qu'ils aient une aire suffisante pour se nourrir. Donc, quand la brousse naturelle ou non modifiée, peu modifiée par les humains et non transformée en champ n'existait plus, ils devenaient incapables de se nourrir. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a enfin, il est évident que dans les zones où j'ai travaillé, la bande au Couy, il n'y a plus de faune du tout. Autrefois, un cultivateur partait toujours au champ en groupe, avec son arc, ses flèches empoisonnées, etc., pour se défendre et des ennemis et de la faune. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus rien parce qu'on a tout éliminé. Les champs sont contigus, il n'y a plus d'animaux. Donc, aller dans ce type de milieu-là, dire qu'une coexistence est possible, pour moi, c'est pas évident du tout. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce qu'il y aurait un échange plus à poursuivre? Il y avait une autre question justement sur les politiques. Je pense qu'on peut un petit peu approfondir sur justement les politiques culturelles du Burkina Faso. Est-ce qu'elles sont favorables à la pratique justement de religion traditionnelle? Alors, il y a bien sûr un désir de développement, de confort matériel. Actuellement, on est dans une période difficile parce que il y a le terrorisme dans ces zones-là, surtout dans le nord. Mais il y a dans toutes les populations du sud, enfin toute la moitié sud du pays, bon, peut-être que dans le nord, il y a certaines parties des gens qui est complètement convertis à l'islam, encore que, mais dans le sud, c'est encore très vivace. Et les Burkinabés ont été ravis quand on a mis en place, c'est en décembre dernier, quand j'ai fait ma dernière mission, une exposition au musée de la musique de Ouagadougou, la capitale du Burkina, sur les masques de feuilles, ceux que je vous ai montrés dans le film. Eh bien, les gens étaient absolument ravis de cette expo. Donc, les musées, on n'a pas l'habitude encore de les fréquenter, ça ne se fait pas. Bien sûr, il y a des choses dans les musées, mais c'était pas la première, je ne vais pas dire une chose pareille, mais c'était quand même c'est pas très fréquent qu'on ait ce genre d'exposition, mais les gens sont très friands, ils ont été très contents de le voir. Il y a aussi des désirs alors ça c'est très moderne, de faire de l'argent avec toutes ces traditions. Il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'avec le tourisme, en faisant payer, bien sûr, on pourra développer le pays à travers sa culture. Mais ce que je vous ai montré dans le petit film, c'est totalement interdit d'accès à qui que ce soit, si ce n'est les initiés et quelques personnes autorisées comme moi. Donc, cette marchandisation des traditions pourra se faire seulement au prix de leur folklorisation et de la disparition des éléments les plus importants. Ça sera une sorte de dos pour rire, un dos sans le dos. Il y a d'autres choses, bien sûr, qui sont plus faciles. Tout ce qui est profane, là, on peut évidemment les développer dans un contexte moderne. Et puis, il y a aussi tous ces vieux traditionalistes qui sont les vieux du dos, comme on les appelle. Hein. Dans chaque société, il y a un petit groupe, chaque quartier qui s'occupe de tout ça, qui essaye de transmettre aux jeunes, de faire comprendre à quel point c'est important de garder ces traditions. Alors moi, souvent, quand c'était encore permis, maintenant on n'a plus le droit que de prendre l'avion, quand je faisais le trajet entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la deuxième ville, qui me conduisait vers mes terrains, je prenais le car. Donc je me trouvais à côté de diverses personnes que je n'avais pas choisies, qui étaient là par hasard. Et souvent, comme le trajet était de 5 heures, je lisais de l'ethnologie. Alors, il ne manquait pas il y a toujours un moment où on me demandait ce que je lisais et on commençait à bavarder.
Et je voyais des jeunes qui étaient informaticiens, qui étaient ceci ou cela, complètement insérés dans la vie moderne, qui me questionnaient sur tout ça, qui disaient, mais c'est très bien, il faut pas oublier nos traditions, c'est tellement important de savoir d'où on vient. J'ai l'impression que tout ça est en plein mouvement, que les Burkinabés, en tout cas, qui sont ceux que je connais le mieux, euh, sont en train de chercher leur voie entre le respect complet des traditions qui n'est pas possible et puis la modernité sans perdre l'essentiel. Alors, je voudrais bien préciser aussi qu'une tradition telle que celle que j'ai montrée, là, c'est pas immuable. La tradition est en recomposition permanente, on innove, on change les choses. Par exemple, dans l'initiation au dos autrefois, les jeunes garçons devaient se présenter totalement nus. Ils devaient se présenter devant tout le village, subir des brimades publiques nus devant les femmes. Donc, c'était une forme d'un petit peu d'humiliation tout en étant, si on veut lire ça en ethnologue, une manière de bien montrer qu'ils étaient des garçons, des mâles. Mais il y a eu un moment où ces jeunes garçons un petit peu modernisés ne supportaient plus, avaient beaucoup de mal à ça. Bon, ben, les vieux ont décidé que désormais, on porterait le caleçon traditionnel. C'était faisable. Vous voyez, des petites adaptations qui peuvent se faire sur ce point-là, qui est facile à comprendre. Sur d'autres aussi, on peut transformer un petit peu les rites sans en changer le fond. Mais bon, officiellement, les autorités du Burkina Faso sont favorables à la promotion de ces traditions. Mais ils ne parlent pas de culte ni de religion, ils parlent de tradition. Merci beaucoup. Je crois qu'on a quelqu'un qui aimerait prendre la parole, donc je lui laisse la main. Oui, bonjour Madame Fournier, merci pour votre présentation. J'avais une question à vous poser par rapport au sanctuaire boisé. En particulier, du coup, c'était la question par rapport aux aires protégées. Je pense beaucoup aux bois sacrés qui sont un peu plus au sud de votre zone d'étude, pour vous demander votre avis sur du coup des zones qui intègrent la conservation culturelle et écologique, et pour savoir si elles seraient souhaitables, par exemple, pour des brousses sacrées, et si ça serait des politiques de gestion qui seraient intéressantes dans le terrain où vous avez travaillé. Alors, vous me parlez de quelle région, pour m'aider à comprendre mieux votre question? Vous dites plus au sud, c'est où? C'est chez quelle société quand vous dites Je vous entends pas, je ne sais pas si votre micro est... Est-ce que c'est au Bénin? Oui, désolé, j'ai pas pu reprendre le micro. Oui, c'est Oui. ça. Je pensais aux exemples du Bénin ou du Togo. Du coup, pour les politiques de conservation qui sont mises en place pour les bois sacrés là-bas, est-ce que vous pensez que ça serait quelque chose qui serait applicable, notamment au Burkina, dans les aires Boaba et Sémé? Pour le moment, les Boaba et les Sémé s'occupent très bien eux-mêmes de leurs lieux sacrés. Il n'y a pas de grands espaces pour ces lieux sacrés. C'est parfois un arbre, un petit bosquet. Ils parsèment le paysage, ils sont très très nombreux. Si vous voulez des données écologiques sur ces bois, vous pouvez regarder, je ne l'ai pas mise dans la bibliographie, la thèse de Lassina Sanou que j'ai dirigée sur les bois sacrés chez les Boaba. Alors, je n'ai pas le titre en tête, mais vous pouvez m'écrire. Mais en réalité, c'est les gens eux-mêmes qui gèrent ça. Il n'y a pas d'intervention pour le moment de l'État. Et on ne voit pas très bien comment l'État viendrait. Alors, on peut parler de bornage, tout ça, mais les gens, c'est complètement vivant. Hein. C'est pas quelque chose, on n'a pas besoin de l'État pour revitaliser. Alors, on pourrait proposer d'amener des cartes de touristes, regarder les masques, mais les Boaba et les Sémé, bon, si ça leur apporte de l'argent, ils vont bien l'accepter. Ça peut mettre la pagaille, mais pour le moment, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas besoin. Imaginez qu'on invite des gens à assister à la consécration de l'hostie dans une église pour, euh, pour promouvoir la religion catholique à l'ancienne. Ça paraît très bizarre. C'est la même chose pour eux. C'est de cet ordre-là. Donc, ils sont en train de pratiquer leur culte et ils sont pas
en train de faire les bois bas ou les sémés pour d'autres gens, vous voyez. Ok, ça marche. Et du coup, il y a aucune volonté de l'État ou d'autres acteurs de mettre en place des sortes d'aires protégées à ce niveau-là. Alors, il y a bien sûr des volontés en mots. Quand j'ai participé à un programme qui s'appelait Ecopass W dans le Grand Parc du W, je crois qu'ils avaient essayé d'organiser des circuits pour que les touristes aillent voir des sites sacrés qui parsemaient le parc du W. Mais je ne sais pas ce que ça a donné. Et je pense que les gens étaient assez fâchés de ça, parce que ce n'était pas une attraction, c'était les lieux où ils pratiquaient discrètement des cultes. Mais bien sûr que tout ce qui pourra rapporter de l'argent, vous savez, c'est très puissant, ça peut faire changer les choses. Voilà. Alors au Bénin, ce qui est clair, j'ai travaillé avec Dominique Juet-Bolaton et Bernard Roussel, qui sont des spécialistes de cette région-là. Certains bosquets sacrés sont en train de se transformer en espaces. Il y a des lieux sacrés, au lieu d'avoir un arbre, on a une maison, une statue, un monument. Vous voyez. Il y a un passage de cette nature qui était la source de la divinité à autre chose et donc à du bâti. Et bon, j'affirmerai pas qu'il n'y a pas un culte vivant et sérieux derrière, mais souvent il y a une folklorisation et une marchandisation de tout ça. Donc pour ma part, si je peux m'exprimer personnellement, je souhaite vraiment pas aux Boaba et aux Sémé de pouvoir faire de l'argent avec leur religion. Ça me paraîtrait quelque chose qui serait dommage. Mais chacun est libre d'avoir son opinion sur la question. Parfait. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. On a reçu une dernière question de la part de Ewen, qui déjà vous remercie pour votre présentation. Et Ewen a bien compris que les populations locales entretiennent du coup un lien étroit avec la brousse, mais se demande comment ces peuples réagissent-ils face au déclin de la savane qu'ils ont eux-mêmes engendré avec le développement des cultures et des vergers, s'il a bien compris. Il ou elle a bien compris. Oui, alors eux-mêmes, mais aussi poussés par des injonctions venant de l'État, tous les développeurs de tout poil qui sont là pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, comment cultiver, comment passer à des choses plus industrielles. Ces citadins qui achètent, qui sont des natifs des lieux, qui achètent des terres, alors que c'est complètement impensable dans la tradition d'acheter des terres. On va quand même leur donner parce que c'est des fils du pays, et ces gens qui vont y mettre des cultures industrielles en bafouant totalement toutes les croyances ancestrales, etc. Donc bon, les sémés, il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de troupeaux, ils sont bien obligés, tout comme les Boaba, d'étendre leur champ, de se débrouiller pour vivre, d'étendre des vergers qui n'existaient pas autrefois, parce qu'ils ont envie, comme tout le monde, d'une moto, d'une radio, peut-être ensuite d'un frigo, d'une villa climatisée, mais ça, on en est encore très très loin. Donc, ils voient tout ça avec un certain plaisir d'un côté, quand il y a une aisance matérielle qui vient, et avec beaucoup d'inquiétude, parce que dès qu'il y a un malheur dans la famille, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ils se disent, ils vont voir le devin, parce que ça, on a beau être enseignant dans le secondaire, étudiant en troisième année à l'université, on n'a pas oublié ses croyances, on va voir le devin pour savoir quelle est la cause, la vraie cause de cet accident, de cette mort subite, de cette absence de récolte. Et souvent, on conclut que c'est parce qu'on a délaissé les traditions et les croyances de ses parents et ancêtres. Donc, je dirais qu'ils sont dans un mal-être assez important, parce que à la fois, ils se laissent séduire par tous les biens de consommation et une autre manière de vivre qui leur est venue de l'extérieur, et puis dans la crainte de se perdre aussi, parce que devenir un occidental ou quand on est un villageois, c'est peut-être gagner quelque chose sur le plan matériel, mais c'est perdre énormément sur le plan spirituel et
et intellectuelle peut-être aussi. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous répondre d'autre, mais ce sont des questions extrêmement complexes. Et moi, je vois des gens qui sont souvent un petit peu perdus devant ces choix difficiles. Qui leur sont, ce n'est pas vraiment des choix, hein, les choses sont en train de se faire dans beaucoup d'endroits. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question qui a l'air assez longue? Moi, je peux continuer des heures si vous voulez, c'est vous qui me direz. Eh bien, malgré que Mamadou Badji ait pris le temps de l'écrire et c'est assez long, on peut réactiver son micro si, oui, si il ou elle souhaite prendre la parole. Je n'arrive pas à voir où sont posées les questions, donc oui, je préfère l'avoir par oral. Je vous écoute, Mamadou. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va, ouais, effectivement, je suis Mamadou Badji, un ancien de l'AgroParisTech Montpellier. Okay. Je suis actuellement fonctionnaire au nord du Sénégal. Mais mes origines, c'est la Casamance. Oui. Voilà, comme vous connaissez, la Casamance, il y a encore ces relations entre la nature et l'homme qui sont encore très prégnantes. Ce que je voudrais savoir, est-ce que dans votre étude, vous vous êtes intéressé à l'aspect médecine traditionnelle, qui est souvent très prégnante dans ces sociétés? Est-ce que vous êtes intéressé ou bien ce n'est pas un aspect qui était une préoccupation chez vous? L'autre question, c'est ce que j'ai constaté aussi dans ma société, surtout en Casamance. Vous allez dans ces milieux, dans ces savanes, on vous dit que tel bosquet appartient à telle communauté. Et dans ces bosquets, le plus souvent, il y a certaines espèces qui sont interdites à certaines catégories de personnes. On vous dit, par exemple, le fluide, par exemple... ici, alors, attendez, excusez-moi de vous couper, ce sont des bosquets sacrés ou voilà, des bosquets sacrés. Ce sont des bosquets sacrés. D'accord. On vous dit, par exemple, les fruits de telle espèce, par exemple, Deuterium senegalensis, à telle période ne doit pas être consommé par une jeune femme qui est encore fertile, ou bien, par exemple, par un étranger. C'est très fréquent. Est-ce que vous avez rencontré des cas pareils au Burkina? La dernière question, c'est en rapport avec l'écologie. Vous avez énuméré un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu dans la reconstruction des savanes et des brousses. Je voudrais savoir le facteur le plus prépondérant dans la reconstitution vraiment de ces savanes. Merci, je vous remercie. Bon, on va commencer par la dernière question. Le facteur prépondérant pour la reconstitution des savanes, ce serait d'arrêter de les détruire. Dès qu'on arrête de couper les arbres, de mettre trop de troupeaux, de cultiver des champs en continu, on a une reconstitution qui se fait assez bien tant que les espèces n'ont pas disparu. Donc, ça serait vraiment, c'est ça le premier facteur, c'est d'arrêter d'utiliser l'espace entièrement pour d'autres choses. Alors, est-ce possible? Ça, je n'en sais rien parce que quand on a beaucoup de bouches à nourrir, il faut bien trouver un moyen. Ouais. Ensuite, pour ce qui est de la médecine traditionnelle, bien évidemment, les gens connaissent tout un tas de recettes. Il y a toutes les recettes qu'on appellerait chez nous des recettes de grand-mère que toutes les femmes connaissent pour soigner les enfants. Après, on a des spécialistes qui connaissent plus que ça et on a énormément de soins qui continuent à être prodigués à travers les plantes. Alors souvent, il n'y a pas une séparation complète entre ce qui est une propriété physique de la plante, une molécule chimique en gros, et puis des aspects symboliques. Donc, ces médecines-là sont très présentes, elles sont très développées. Il y a des marchés en ville où on vend ces espèces, il y a des recettes connues, il y a une exploitation un petit peu moderne et presque industrielle de ces plantes. Alors, on va aller les prélever, il y aura des filières pour aller les chercher en brousse.
Tant qu'on ne les cultive pas et qu'on ne fait que les prélever en brousse, on arrivera comme toujours, comme tout ce que j'ai dit avant, qu'à une destruction oui, peut-être une disparition de l'espèce. Pour que ça puisse passer à un autre mode sans destruction, il faudrait arriver à les cultiver, ce qui se fait d'ailleurs pour certaines. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais bon, en tout cas, ça existe clairement dans toute cette zone des savanes du Burkina Faso. Pour ce qui concerne les bosquets sacrés et les interdits, j'ai mené une étude moi-même sur les bosquets sacrés chez les Boaba. Je ne sais pas si elle est sur la liste, mais vous pourrez la trouver sur mon site, le site de ma page dans mon unité. Et effectivement, il y a des interdits qui vont être des interdits de prélèvement. De manière générale, on ne prélève rien dans les bosquets, on n'y touche pas. Si ce n'est les fruits, parce que les fruits sont faits pour être mangés. Alors souvent, on permet de manger les fruits. Mais on permet effectivement pas la même chose à tout le monde. Un enfant ou un étranger ignorant des choses, qui ne fait pas les choses exprès, quand il coupe une feuille, il coupe une branche ou il mange un fruit, il ne va rien lui arriver. Il n'est pas coupable puisqu'il n'a pas eu une mauvaise intention. On a des choses qui sont réservées à la famille. Par exemple, s'il y a une plante médicinale dans un bosquet, eh bien, ce n'est pas réservé à la famille pour le soin, mais le prélèvement pourra être fait pour quelqu'un par le propriétaire, c'est-à-dire le responsable du culte, pour le donner aux gens. On ne laisse pas n'importe qui entrer partout. Il y a des tas de choses différentes. Il y a des endroits où on n'entre pas du tout, sauf le responsable. Il y a des endroits où les femmes n'entrent pas, mais les hommes, oui. Il y a des endroits où la famille entre, mais pas des étrangers. Il y a des endroits où on ne peut pas introduire du fer, d'autres où on ne peut pas introduire de vêtements rouges, etc., etc. Il y a une liste très importante d'interdits qui vont être variables selon les lieux et les personnes et qui ne vous sont pas toujours expliqués, soit que les gens ne veuillent pas donner tous les secrets, soit qu'ils aient été aussi oubliés. Donc ça, vous pouvez regarder pour ce qui concerne les Boaba, mon article je ne sais plus, 2011, je crois, sur les bois sacrés des Boaba. On a exactement ce type d'interdit que vous décrivez. Ok, merci, je suis satisfait. Eh bien, on va peut-être pouvoir clôturer si cela vous convient. Eh bien, déjà, tout d'abord, toute l'équipe de Brin de Forêt vous remercie, Anne, de votre présentation, qui était très, très, très intéressante, très enrichissante et qui a permis de s'évader le temps de quelques heures dans une soirée. Merci beaucoup. De plus, elle permet quand même de compléter ce que Geoffroy de Saulieu a pu expliquer et d'alimenter donc cette réflexion, et notamment au niveau des savanes, puisque c'est souvent un écosystème tropical un peu oublié et dont on parle beaucoup moins en contexte. Donc voilà. Je remercie aussi tous les participants d'être encore nombreux ce soir, que ce soit sur YouTube ou sur Zoom. Et nous vous invitons demain à poursuivre notre cycle. Donc demain, on aura une conférence qui aborde tous les aspects plutôt politiques et de gouvernance donc, de notre question. Et nous accueillons Maya Leroy, qui, au travers d'une étude de cas, nous parlera des stratégies de gouvernance environnementale en Amazonie. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous donc demain à 18h. Merci, au revoir. Au revoir.